Merci beaucoup. Je reviendrai sur les éléments de diagnostic différentiel parce que dans les images que tu as présentées, la DMLA atrophique, c'est un sujet âgé. Déjà 50, 60 ans, c'est pas typique. Il faut évoquer aussi tout ce qui va être mitochondrial parce que ça va être l'âge de début plus précoce de plages d'atrophie qui vont s'associer en autofluorescence, qui est un outil remarquable, avec des petits granités. Souvent, dans ces pathologies frontières qui ne sont pas des vrais DMLA, tu auras des choses en moyenne périphérie, donc il faut élargir notre champ de vision. Regardez aussi en nasal de la papille, vous aurez des choses suspectes. Ce n'est pas classique d'avoir des drusènes de la DMLA en nasal de la papille. Pour les clichés en autofluorescence, il faut surtout les faire en night speed. Dans les protocoles d'évaluation clinique de thérapie génique, on les fait de façon indiscutable et on ne somme pas beaucoup. C'est 18 sommation, mais c'est fait en night speed. Vous vous décalez toujours par rapport au réglage de l'infrarouge et ça marche très bien, ça donne une bonne résolution. Alors je ne sais pas pour l'intelligence artificielle, mais dans le projet Raresia où on va évaluer aussi par l'intelligence artificielle, c'est la méthodologie qui a été retenue. Donc suspect aussi quand c'est trop bilatéral. Il y a souvent un décalage entre l'œil droit, l'œil gauche et vice-versa. Donc si c'est trop bilatéral, trop symétrique, c'est suspect. La DMLA, c'est centré sur la macula. Si j'ai une atrophie qui va être interpapillomaculaire, c'est peut-être autre chose. Mais il reste surtout le critère d'âge. Il n'est pas classique d'avoir une DMLA si précoce dans sa forme atrophique. Je vous rappelle les courbes. On a une maculopathie liée à l'âge, à 50, 60, 65 ans. Pour voir les formes compliquées et atrophiques, c'est plus âgé. Et ça débute par des patchs, ça débute par une préservation foveolaire. Dans la DMLA, entre guillemets, Stargardt, il y aura en autofluorescence ces aspects très satellites, un peu de taches flavimaculées au final, qu'on ne voit pas toujours au fond d'œil. Et vous aurez aussi cette épargne centrale et des patchs qui sont plus confluents et très symétriques. Il peut y avoir une asymétrie de l'acuité visuelle, mais vous avez une atteinte fortement asymétrique. Pensez donc aux mitochondries, pensez aux causes toxiques. Les antirétroviraux au long cours donnent des mitochondriopathies. Et puis, pensez aux pathologies rénales associées qui vont donner des aspects, comme tu as pu montrer, mais chez des sujets parfois plus jeunes. Et si on reprend par exemple les patients qui ont des glomérulonéphrite extramembraneuses, les maladies des dépôts denses, donc là, il y a la voie du complément qui est impliquée. Ces patients, ça va simuler une DMLA atrophique chez certains, d'autres n'auront strictement rien. Ça peut, chez des sujets jeunes, s'associer à des DEP, des DSR en poussée, et on n'est pas ni sur des néovaisseaux, ni sur un processus classique de DMLA. Donc la DMLA reste la cause la plus fréquente. Attention à l'âge de vos sujets. Et lorsque vous avez une topographie qui n'est pas centrée sur la macula, qui est trop bilatérale, symétrique, qui ne s'associe pas à des drusènes classiques de type séreux ou à des pseudodrusènes, soyez dubitatifs. Et une dernière chose, par exemple, la lorde, elle est probablement sous-estimée. Ça va être, là, il y a des drusènes, mais ils sont en temporal. Donc initialement, on n'est pas du tout dans l'aire maculaire, ça vous fait des gros drusènes temporaux, et puis ça va s'étendre sur quand même une petite décennie, mais ça ne part pas de la macula là encore. Donc un point de départ doit être maculaire pour la DMLA, et on doit quand même avoir un âge beaucoup plus avancé que le mien ou que celui d'Isabelle, dont je remercie l'invitation, et je suis ravie d'être là avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une question pour Rachid. Est-ce que les outils que tu as montrés, tu les as déjà en pratique courante dans ta clinique ou en fait tu fais des évaluations pour l'instant? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans la vraie vie? Alors le fluid monitor, oui. Donc c'est quelque chose de pratique. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on n'arrive pas à revenir sur le scrolling. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à 100% au retour de l'image. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment de réel moyen de vérifier le résultat. Mais je me suis rapproché aussi de DeepEye pour voir s'il y a possibilité de tester plusieurs solutions pour voir un peu les différences entre les différents appareils, différents dispositifs. Et je crois qu'on donne rendez-vous à demain. Tu as une session entièrement dédiée à l'IA. Oui. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché
il y a un véritable décalage en fait entre la recherche fondamentale, c'est un peu comme une pyramide. À la base, on trouve beaucoup d'études, et puis c'est surtout en fait, il y a par la suite toute une sélection qui se fait pour les solutions qui se retrouvent viables sur le plan, je dirais, pratique et économique, parce qu'il y a aussi un point qui est important, c'est l'intégration de ces solutions en pratique, tout en tenant compte la réalité du prix. Mais je crois que Il y a un gain de temps, je pense qu'après, dans ton analyse et quand on retourne à l'expertise in fine du médecin, mais il y a une organisation de la consultation et de l'imagerie en amont qui donne un temps additionnel. Quand même. Exactement, exactement. Et toute la question, c'est ce qu'on gagne en temps, est-ce que finalement c'est rentable? Mais on ne fait pas ça aussi que pour le côté, je dirais, financier, mais surtout pour l'intérêt et puis pour innover. Et c'est aussi la notion de travail aidé en amont qui libère le temps médical à proprement parler. Exactement.